Salut à tous, on est parti pour la troisième partie de Titus 500 mondes. Alors, on s'est occupé du plan de Gilliman, savoir la reconquête du monde ultramar, le fait de faire croître son empire à lui, parce qu'il y a vraiment cette notion de, eh bien, il y a la dualité entre être loyal à l'Imperium ou être loyal à Roboute Gilliman. Et ça, c'est quelque chose qui, je l'espère, va être creusé un peu plus dans la suite de l'aventure. En tout cas, deuxième partie, je vous ai parlé des protagonistes, donc des héros, donc bien sûr Titus, ceux qui l'accompagnent. Et puis là, sur cette troisième partie, on va parler des antagonistes. Et les antagonistes principaux, c'est quand même les Nécrons. Alors, on commence avec un passage qui est une réception de transmission Vox, partiellement interceptée et qui tourne en boucle, où on a ici Fortis Septus Six Echo, 28e des auxiliaires de défense d'Ultramar, demande de renfort immédiate. On s'en a l'habitude, c'est quelque chose qu'on reçoit vraiment souvent. Et donc là, c'est la description de la menace. La menace, ce sont les Nécrons. Donc l'empereur ait pitié de nos âmes, ce sont des monstres. Donc il raconte en fait ce qui se passe. Alors ce qui est amusant, c'est la façon narrative de le raconter les choses, en disant mais c'est incroyable, nos armes les plus puissantes ne leur font rien. Et même quand le moindre petit soldat en face tombe, alors qu'on a déchaîné une puissance de folie sur lui, eh bien souvent il se reconstruit alors qu'on pensait l'avoir détruit. Alors, chose à noter, c'est qu'on a très peu de blessés. Et oui, pourquoi ? Parce que les armes sont tellement mortelles que dès qu'on est touché, la personne est détruite. Et souvent, les armes, en fait, arrachent la peau. Donc, bien sûr, toutes les armes à fission, le principe, c'est que ça va désagréger, en fait, la structure moléculaire. Donc, que ce soit une armure ou que ce soit de la peau ou du biologique, tout est détruit. Et on l'a très bien vu sur certaines vidéos. Donc, ça se passe mal, évidemment. Les simples auxiliaires ne sont pas assez puissants pour lutter contre la menace des Nécrons, et donc c'est un appel à l'aide qui tourne en boucle, tout en sachant qu'il n'y a pas eu de mise à jour de ce message-là, alors que la personne qui l'envoie dit je vais essayer de redonner régulièrement en fait des informations, mais dépêchez-vous, sinon il n'y aura plus personne à sauver. Et bien le fait que le message tourne en boucle et soit arrêté là, je pense qu'il n'y a plus personne à sauver. Les Nécrons, c'est une menace qui est assez connue maintenant, qui existe depuis longtemps dans l'univers de Warhammer 40 000. Si vous voulez plus d'informations, bien je vous envoie vers une vidéo, je me fais plusieurs vidéos si vous cherchez bien sur les Nécrons. Là maintenant on va s'occuper simplement de la présentation qui est ici, donc c'est une présentation assez rapide. Donc on vous dit que bien sûr les légions de Nécrons sont composées de guerriers androïdes qui semblent immortels. Alors je me suis posé quand même juste la question sur le terme androïde, et le terme androïde désigne un robot, voilà, donc un robot c'est une construction mécanique à apparence humaine, androïde. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on doit vraiment les appeler androïdes ? Pas sûr, parce que, étant donné qu'en fait, ils ne sont pas basés sur l'humain pour pouvoir construire leurs machines, étant donné que les machines des Nécrons datent de bien avant qu'il y ait un contact avec les humains. Peut-être le terme androïde est un petit peu galvaudé. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'était juste la petite réflexion comme ça sur le terme, mais c'est quand même plus facile. Sinon, ça devrait être, je pense, plutôt un robot anthropomorphe, c'est-à-dire un robot qui a une forme qui se rapproche de la forme humaine. Alors que la notion d'androïde, il y a vraiment cette notion de on veut ressembler à l'humanité. Et je pense pas que ce soit le but. Même si je me rappelle, tout ça, ça m'a rappelé l'époque où les Nécrons étaient représentés comme une sorte d'assimilation des espèces de la galaxie. Et on avait, dans le codex Nécron, chaque type de guerrier, donc les guerriers, les immortels, les parias, qui étaient issus d'une espèce en particulier. Et je me rappelle que voilà, ça a été complètement retcon, c'est-à-dire ça a été enlevé du lore et c'est fini. Donc là, maintenant, le lore, c'est que tout simplement, les Nécrons sont issus ont vécu ce qui s'appelle la guerre céleste, qui était la guerre contre les anciens, et qu'ils étaient sur le point de perdre. Simplement, les Cthans sont arrivés, les Cthans leur ont promis monts et merveilles si tout simplement ils changeaient leur corps biologique mortel, faible, pour une enveloppe de nécroderme Nécron indestructible et immortel. Alors, tous n'ont pas voulu choisir cette voie-là, mais la plupart ont été forcés de le faire quand même. Et puis, il y a eu ce biotransfert. Donc, le biotransfert, c'est la transformation des nécrontyres, qui était une espèce biologique, en nécrons, donc des androïdes. Et là, ce n'est pas du cyborg, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie encore de nécrontyre. On est vraiment sur
uniquement une machine avec un encodage qui est plus ou moins évolué suivant son niveau. C'est-à-dire que si vous étiez, je sais pas, je prends toujours le boulanger, coucou à tous les boulangers, coucou à toi Ludo si tu regardes la vidéo, si vous êtes simplement boulanger, bon, pas de l'échelle, alors c'est pas péjoratif pour les boulangers, mais si vous aviez un rang social plus faible, vous aviez simplement une carcasse de guerrier Nécron et très très peu de vos souvenirs, voire pas, et très peu de libre arbitre, une sorte d'automate. Alors que si vous étiez un seigneur dirigeant, vous aviez un corps de seigneur Nécron et là vous gardiez encore quasiment toute votre personnalité. Ce qui s'est passé, c'est que cet avantage a permis de supplanter la technologie aussi et la force des anciens. Donc les Nécrons ont gagné et ils se sont aperçus que le sacrifice qu'ils avaient fait auprès d'Ectan, eh bien ça gorgeait l'Ectan d'énergie et que l'Ectan était au final négatif. Alors ça se voyait, c'était assez visible, mais ils se sont dit on va se méfier en fait d'Ectan qui veulent nous asservir parce qu'ils ont bien vu en fait ce qui restait des guerriers Nécrons et ce qui restait de leur peuple, et ils se sont dit il faut qu'on prenne le lead. Donc ils ont retourné en fait toute la technologie qui leur avait été offerte et toute leur technologie à eux pour détruire l'Ectan. Alors on ne pouvait pas détruire l'Ectan. L'Ectan étaient des dieux, donc des entités indestructibles, en tout cas par la technologie Nécron. Et simplement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait éclater ces entités et d'Ectan sont sortis en fait des échardes. Donc les échardes, ça porte bien son nom, c'est tout simplement, vous avez un dieu, vous le faites exploser, alors vous n'avez pas réussi à détruire complètement sa forme physique peut-être certes, mais pas ce qu'il représente, et vous avez après des fragments, des échardes, et c'est ce qui reste maintenant des échardes de Cthulhu. Alors les échardes de Cthulhu sont extrêmement puissantes, mais elles ne sont qu'une parcelle du Cthulhu dont elles sont issues, et ce qui est important de noter, mais je reviendrai un petit peu tout à l'heure, c'est que chaque écharde est, pas assujettie, mais est une partie d'un dieu en fait. Donc, une écharde de Nyctophore, comme on a vu, c'est pas la même chose que une autre écharde d'Octan, et on verra ça plus tard. Mais en tout cas, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est re-inverser la balance, en fait, et alors que c'était l'Ectan qui prenait le pouvoir sur les Nécrons ont complètement asservi les entités, les échardes d'Octan, et ils les utilisent comme piles pour leur vaisseau. Ils récupèrent l'énergie, c'est ce qu'on voit sur certaines figurines. Et puis voilà, ils les utilisent aussi tout simplement pour la guerre. Alors après, voilà, si vous voulez encore plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc ensuite, on nous parle d'une écharde en particulier, donc c'est celle du Cthulhu Nyctophore, donc le Nightbringer pour les plus anciens parmi nous. Donc on nous décrit que le Nightbringer était... le Nyctophore. Moi, j'ai tellement eu l'habitude, en fait, c'est toujours ça. Ça fait des années à dire Nightbringer. Quand à un moment donné, il faut dire Nyctophore, ok... voilà, faut se soumettre. C'est comme les Nécrons, en fait, faut se soumettre. Ou alors, vous continuez à dire Nightbringer. Allez, je vais dire Nightbringer, parce que ça me fait plaisir. Donc... C'était ce Cthulhu-là, en fait, donc a été brisé en plusieurs échardes, et en fait, lui, à l'époque, incarnait vraiment la destruction, la fin de toute vie, et c'était vraiment assez particulier par rapport aux autres Cthulhu qui cherchaient à avoir du pouvoir. Lui, il était vraiment au-delà de ça, c'était pas simplement le pouvoir, c'était l'adoration. Mais une adoration un peu comme justement on peut imaginer avec les dieux du chaos, même si je pense qu'il n'y a jamais eu de lien. En tout cas, vous me corrigerez si c'est le cas, ou si vous avez des infos, encore une fois, n'hésitez pas. Mais je ne pense pas qu'il y avait un lien entre les nécrontyres, par exemple, qui pouvaient vénérer un dieu. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça, donc ça m'étonnerait vraiment. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les Cthulhu, à l'époque où ils étaient des dieux, tiraient une quelconque puissance de la vénération ? Comme les dieux du chaos. C'est avec les dieux du chaos, ils tirent leur puissance de la vénération des entités biologiques, des entités pensantes. Ce n'était a priori pas le cas des Cthulhu qui n'avaient pas besoin de ça. Par contre, le Nightbringer, le Nyctophore, lui, par contre, il avait vraiment besoin, alors besoin c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas il était flatté qu'on puisse justement le reconnaître comme étant l'entité la plus destructrice, etc. Alors il avait un nom, son nom c'est, donc là maintenant il s'appelle Nyctophore, mais les Nécrons en fait l'appelaient Azagorod, voilà, donc c'était son nom Nécron. Voilà, si vous cherchez en plus, on peut trouver des infos, vous tapez Azagorod, vous allez trouver des informations. Ce qui est très caractéristique, c'est bien sûr sa forme. Alors quand je me rappelle,
vous l'avez peut-être pas connu, mais quand le Nightbringer est sorti en figurine, tout le monde était là en mode mais qu'est-ce que c'est bizarre en fait parce que les Nécrons c'était des machines, voilà, et nous sortait une figurine qui était simplement la grande faucheuse, la mort telle qu'on l'imagine dans l'inconscient collectif avec voilà le masque squelettique, la faux bien sûr, la cape et la cagoule, enfin c'était un peu bizarre. Et ce qui a été bien joué par Games Workshop, c'est de dire que si nous on avait dans cet inconscient collectif cette image-là de la mort, c'est à cause du Nyctophore. C'est lui qui, à un moment donné, a répandu cette image par ses pouvoirs. Il a répandu dans l'esprit de tous les habitants de la galaxie qu'il était la mort incarnée. Et donc, les différentes civilisations ont schématisé la mort, la faucheuse, comme étant le Nightbringer, justement. Et du coup, voilà, petit retournement de situation. Donc du coup, ça explique pourquoi il ressemble autant à la faucheuse, alors que du coup, il est censé y avoir aucun lien avec l'humanité. Mais c'est lui qui a influencé l'humanité et l'inconscient collectif pour être représenté comme ça. Donc là, bien entendu, on a une nouvelle figurine qui est assez magnifique, qui est vraiment très jolie. D'ailleurs, si vous cherchez, j'ai fait une vidéo unboxing. Donc n'hésitez pas aussi, je vous mettrai le lien aussi en haut à droite, comme d'habitude. Vous pourrez aller regarder ça en détail. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui était le plus difficile à canaliser à un moment donné. Parce qu'en fait, il cherchait tellement la destruction absolue que même les Nécrons, en vouant obéissance, alors quand il était encore sa forme de dieu, au Nyctophore, eh bien n'était pas certain que ça allait suffire et que heureusement il y avait d'autres races pour envoyer sa colère en fait, c'est-à-dire non mais nous on vous vénère aux grands dieux, par contre ceux-là c'est des impies, voilà, faut aller les châtier et puis allons ensemble détruire ces adversaires. Bien sûr, quand il y a eu le revirement de situation et que les Cthans se sont fait détruire ou fragmenter, plutôt ce serait le bon terme, par les Nécrons, eh bien, il y a eu beaucoup d'échardes de Nyctophore. Alors, c'est une écharde qu'on peut récupérer. C'est quelque chose de physique en fait et que les Nécrons avec leur technologie peuvent capturer et surtout asservir. Et ce qu'on nous dit, c'est que les différentes dynasties, les différentes familles de seigneurs Nécrons, eh bien, ont vraiment cherché chacune à avoir un représentant du Nyctophore parce que c'est quand même une des échardes les plus puissantes parce qu'il incarne la destruction et voilà, si on l'utilise comme une arme, autant essayer d'avoir un peu l'arme la plus badass, la plus balèze, la plus dangereuse aussi. Alors dangereuse pour les adversaires et dangereuse pour eux aussi. On nous dit que encore maintenant, actuellement, les Nécrons parfois rechignent un peu à l'utiliser et à la libérer parce que elle est très difficile à canaliser et que c'est une arme très dangereuse qui peut se retourner encore et qui pourrait peut-être même se libérer. Donc ils font vraiment attention à toujours essayer de garder un maximum de contrôle sur cette écharde, tout en sachant que le jeu en vaut souvent la chandelle étant donné la capacité de destruction qu'il peut avoir par rapport à d'autres types d'échardes Cthans. Dernière petite chose qui est assez importante aussi, mine de rien, c'est que les échardes n'ont qu'une conscience parcellaire de ce qu'elles étaient avant, en fait. Donc, elles ont aussi perdu la rancune qu'ils pourraient avoir. Parce que, évidemment, si l'entité écharde se rappelait de ce qu'ont fait les Nécrons sur leur entité quand ils étaient encore des dieux, ce serait quand même difficile de les contrôler. Mais là, les Nécrons peuvent s'estimer heureux que ces souvenirs ne soient que parcellaires dans l'esprit tourmenté des échardes. Ok, tant mieux pour eux. La vraie nouveauté chez les Nécrons, c'est le Nécrosaure Amentar. Donc c'est le seigneur des destroyers, c'est l'incarnation de la destruction, du culte en fait destroyer. Donc il est présenté par cette petite phrase: abandonne-toi à la mort, c'est la vérité anthropique fondamentale de l'univers. Voilà, et puis on a bien sûr cette image avec le Space Marine qui se fait gentiment soulever de terre. Alors le Necrosaur Amentar, c'est assez amusant parce que certains Nécrons ont toujours pensé qu'il n'existait pas, qu'il était une sorte de croque-mitaine, une sorte de légende pour représenter la défaillance en fait du système en grammatique, c'est-à-dire c'est du cerveau, si vous voulez, des Nécrons qui peut-être, alors à cause du fait qu'ils aient été en stase pendant trop longtemps, ou alors d'autres problèmes un peu différents, du sabotage ou ce genre de choses, se sont dégradés et perdu tout intérêt pour la vie et au contraire cherche à anéantir la vie quoi qu'il arrive. Et
parmi tout cela, on cite justement le nécrosaure Amentar comme étant le premier, le précurseur, celui qui est à l'origine des destroyers. Et première chose, donc on va nous raconter un peu ce qu'il est. Donc certains racontent qu'il fut le premier à céder à la folie et le premier à répandre, bien qu'aucun Nécron ne sache ce qui la déclencha. Voilà. Donc bien sûr, c'est un vecteur de destruction incroyable. Partout où il se rend, Amentar, la folie meurtrière, bat dans le cortex des autres Nécrons et se répand comme la peste. Ça, c'est une capacité qu'il a, c'est-à-dire qu'il va générer un peu, je me demande si on n'a pas une sorte de parallèle un peu avec chez les taux et puis je ne trouve plus comment il s'appelle, les éthérés, voilà, pardon, les éthérés. Les éthérés taux qui, consciemment ou inconsciemment, peut-être, je sais pas, mais exercent une sorte de puissance, de persuasion ou de contrôle mental sur, eh bien, les taux, en l'occurrence pour les éthérés. Et là, Amentar, dès qu'il est à côté de Nécron, les Nécrons passent du côté du culte de la destruction. Et les Nécrons ne savent pas comment cela se produit, mais en tout cas, ils savent que personne ne peut y résister, même des seigneurs. Donc les seigneurs, c'est vraiment ceux qui ont les protocoles de défense les plus élevés. Encore une fois, quand on lit les romans Nécrons, on en apprend vraiment beaucoup plus sur les capacités des Nécrons et des seigneurs. Et en fait, on peut vraiment imaginer qu'ils aient beaucoup de protocoles de défense pour ce genre de choses, pour résister justement aussi bien alors au côté destroyer qu'au côté dévoreur, en fait, avec les dépeceurs, voilà, les dépeceurs et ceux qui veulent retrouver comme ça, manger de la chair, etc. Et il y a une peur réelle, hein, en fait, des Nécrons et des seigneurs Nécrons, surtout parce que les Nécrons de base, eux, sont moins conscients, donc ils n'ont pas cette peur-là. Et on pourrait se dire, bah voilà, comme ils sont facilement guidables, si on leur met une idée en tête, ils vont l'accomplir comme des automates. Par contre, les seigneurs Nécrons, les cryptèques, eux, ont gardé leur intellect, ont même un intellect qui est décuplé par les puissances de calcul de la machine, en fait. On pourrait supposer qu'ils soient immunisés, mais en fait non, ils ne sont pas immunisés. Et alors c'est assez violent. Alors on nous dit, il y a un passage qui est assez sympa, c'est que on nous dit malgré tout, donc il y a encore beaucoup de Nécrons qui pensent que c'est qu'un mythe. Malheureusement, voilà, maintenant on peut pas le nier parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres à travers la galaxie et personne n'a pu y résister. Pourtant, les Nécrons ne s'en occupent pas pour l'instant. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le nécrosaure Amentar, il est dans le royaume d'Ultramar. Et c'est d'autant pour ça qu'on le retrouve justement dans ce monde 500 World Titus, dans ce livre 500 World Titus. C'est parce que c'est là qu'il officie, c'est là qu'il est en train d'essayer de détruire toute forme de vie et bien entendu les mondes de l'Imperium qui sont une incarnation assez visible de la vie. Et c'est ce qu'a choisi en fait Zarek, le roi silencieux. Il se dit bon, on a quand même des petites choses à gérer dans le Paria Nexus. On a quand même d'autres choses à gérer aussi avec la dualité en fait avec Zarek. Vous avez d'un côté Zarek, le roi silencieux, et de l'autre côté Imhotep avec la dynastie Sotek qui était là avant le retour du roi silencieux et qui était en passe de diriger l'ensemble, enfin en tout cas de régner sur l'ensemble des Nécrons. Donc on a une pseudo-guerre civile, même si elle est encore un petit peu larvée, il n'y a pas eu d'affrontement. Enfin ici il y a quelques petits affrontements, mais voilà, on n'est pas encore dans l'apocalypse Nécron contre Nécron, mais voilà, ça plus Paranexus, on va dire que justement le roi silencieux retarde le plus possible le moment où il faudra s'occuper d'Amentar, surtout que là en ce moment il est en train de s'occuper des ultramarines, donc c'est quand même tout bénef pour lui. Après, quelque chose qui fait encore plus peur aux Nécrons sur Amentar, c'est que Amentar, contrairement aux autres destroyers, a gardé tout son intellect. Malgré l'intensité de la folie qui frappe Amentar, il conserve une intelligence féroce et connaît des périodes de lucidité relative, ce qui le rend bien plus dangereux que n'importe quel destroyer. Parce que, en effet, si c'est juste une puissance de destruction, on peut la canaliser d'une certaine façon, en lui donnant par exemple des mondes à détruire ou ce genre de choses. Mais là, en fait, lui, il a une vraie volonté, en fait. Et cette volonté, elle est de détruire toute chose. Alors, on peut se poser la question, se dire oui, mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème, étant donné que les Nécrons ne sont pas une incarnation du vivant, de la biologie, tant qu'à faire, oui, laissons faire les destroyers. Le problème, c'est que ils ont peur qu'en fait, le zèle d'Amentar détruise même la civilisation.
la civilisation qui serait peut-être une résultante en fait de la vie, et donc vue comme Amentar, enfin par Amentar comme quelque chose à détruire aussi. On va détruire la vie et puis après on va détruire la civilisation, et la civilisation des Nécrons pourrait être complètement effacée et rayée de la galaxie pour rentrer dans une destruction totale, quitte à peut-être même à la fin, une fois que tout serait détruit, s'attaquer, j'imagine, au soleil, aux étoiles, étant donné que on nous dit, on nous le rappelle aussi au début, les Nécrons avaient, a priori ils l'ont plus, ou peut-être que certaines familles ou encore quelques armes encore antiques qui sont capables de le faire, mais avaient la capacité de détruire les soleils, d'éteindre des soleils. Donc voilà, on peut raisonnablement imaginer que la fin de la galaxie peut venir de Amentar s'il n'est pas canalisé à un moment. Mais bon, après peut-être la fin de ce livre-là va nous donner la fin de l'aventure. Bon, après, honnêtement, on va pas se mentir, je serais quand même étonné qu'ils nous sortent une figurine pour que le personnage décède dans 40 pages. On ne sait jamais, mais clairement, je serais ultra étonné. Et je tirerais mon chapeau à Games Workshop d'avoir osé sortir une figurine alors que justement le personnage décède. Mais honnêtement, je pense que ça poserait pas de problème et que ce serait quand même intéressant, ça nous empêcherait pas de la jouer, ça nous empêcherait pas de l'acheter, et du coup peut-être même, j'ai toujours eu cette sensation de me dire que un personnage qui meurt, moi ça va me donner envie de l'acheter en fait, parce que tu as l'impression que tu gardes un fragment de lui en fait avant qu'il disparaisse, et comme un souvenir en fait, donc au final je pense que ça pourrait générer aussi des ventes, donc voilà, mais on verra dans 40 pages. Alors sur le look d'Amentar, alors vous aurez sans doute remarqué que c'est le combo de tout ce que vous voyez un petit peu, c'est les destroyers, pas les destroyers, alors par contre paradoxalement pas les plus anciens destroyers, donc ceux qui sont sur plateforme antigrave avec des armes lourdes, mais sinon tout ce qui est Ophidien, Scorpec, même le X-Mark, voilà. Donc on nous dit c'est normal, en fait j'ai l'impression que ce paragraphe il est un peu pour se justifier en mode ah non les gars, c'est pas qu'on a fait un melting pot, c'est qu'en fait il est le paradigme de la mort, l'incarnation de la destruction, et qu'en fait tous les autres cultes se sont focalisés sur un aspect de Amentar, et que voilà, certains ont pris son corps ophidien, voilà, donc les destroyers ophidiens, bon ok, certains ont pris son arme, son annihilateur de vie, je sais plus comment ça s'appelle, et donc du coup ce sont les X-Mark, d'autres ont pris encore ses lames, et ce sont les Scorpec, bon voilà, ok, donc non, c'est pas qu'ils ont fait un combo et qu'ils avaient pas d'idée et qu'ils voulaient tout rassembler en mode regarde, c'est le plus fort, c'est que voilà, les autres se sont inspirés de lui, donc c'est l'histoire qui a expliqué l'origine des destroyers. Alors après, il y a une dernière chose qui est extrêmement importante et qui va le relier justement au Nyctophore, c'est que il a développé une obsession pour les échardes du Nyctophore, pas les échardes de Cthulhu, mais vraiment celles du Nyctophore, parce que le Nyctophore incarne la destruction la plus absolue, la mort, la fin de toute chose, et c'est ce qu'il recherche. Et c'est très dangereux parce que son but, c'est de capturer toutes les échardes de Nyctophore afin de les rassembler. Alors on ne sait pas si c'est possible, on ne sait pas s'il a la technologie pour le faire, on l'apprendra peut-être encore une fois par la suite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui menace bien sûr toute la civilisation Nécron, donc c'est un ennemi des Nécrons au final, de par déjà le culte destroyer qui va corrompre en fait toute l'armée. Vous imaginez bien que vous êtes un seigneur Nécron à la tête d'une dynastie, quand vous voyez simplement ce personnage arriver et que tous vos loyaux sujets passent du côté des destroyers pour vous détruire et que vous allez passer aussi, c'est pas très sympa, mais qu'en plus il va chercher à vous attaquer alors que pourtant vous n'êtes pas biologique. Pourquoi ? Mais parce que vous possédez une écharde du Nyctophore et que c'est ce que lui va rechercher. Donc est-ce que vous allez lui donner cette écharde qui est on l'imagine, une des armes les plus précieuses d'un seigneur, enfin les Cthulhu évidemment, on peut imaginer que c'est une sorte de monnaie d'échange parfois, qu'on puisse négocier cette puissance, mais de là à la donner, c'est un peu dangereux. Et puis surtout, que se passera-t-il s'il réussit vraiment à réassembler les échardes pour recréer un Cthulhu ? Parce que s'il recrée le Cthulhu et que bien entendu, il va retrouver en fait sa mémoire d'antan, il va vouloir se venger des Nécrons, même s'ils sont biologiques ou pas biologiques. Là, ça va pas rentrer en ligne de compte. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. Et voilà, donc j'aime bien cette idée que, vous voyez, même au sein de la race des Nécrons, qui pourrait être assez plate, en fait, parce que
Alors, tel qu'on a connu les Necrons quand ils sont sortis pour les premières fois, c'était vraiment assez plat. C'était vraiment du Terminator, Terminator le film, c'est-à-dire des androïdes qui avaient aucune volonté propre, en fait. Simplement, ils suivaient un impératif et puis point barre. Alors que là, avec justement l'introduction des différents types de personnages, enfin, typiquement Zandraque, enfin tous ces personnages-là qu'on a pu voir au fil du temps, en Rakir, enfin il y en a plein, ça donne beaucoup plus de richesse au lore, et en fait il y a cette tension interne qui existe, c'est-à-dire que il n'y a pas l'unité complète des Nécrons, ce qu'on aurait pu croire, ce sont tous des machines, mais il y a vraiment des dynasties qui tirent leur épingle du jeu, voire même détruisent d'autres dynasties, tel qu'on peut le connaître avec les éléments biologiques. Et là, en plus, on a cette menace interne de destruction, un petit peu comme le grand méchant chez les humains. On aurait le grand méchant c'est justement les Nécrons. Et du coup, j'aime bien parce qu'encore une fois, ça rajoute de la profondeur. Et tout ce qu'on voit, enfin tout ce que je lis depuis le début, c'est que ça rajoute toujours une petite couche de profondeur qui est beaucoup plus sympa que c'est juste un méchant qui veut tout détruire. Et ça s'arrête là, voyez. Donc c'est assez mûr, assez mature comme narration, et du coup ça me plaît, encore une fois, donc tant mieux, on continue. Logiquement, la suite du bouquin va nous présenter les différents cultes, donc les cultes destroyers et dépeceurs. Donc on nous dit que le problème de la folie des destroyers, c'est que les Nécrons n'arrivent pas à identifier son origine. Souvent ce qu'ils remarquent, c'est que un serviteur, quel que soit son niveau, va demander des améliorations. Alors déjà, il faut qu'il ait quand même une sorte de raisonnement, on n'est pas sur le simple le guerrier. Alors c'est quand même assez flou en fait dans le texte, mais je pense qu'un simple guerrier Nécron ne va pas demander à passer au-dessus, à pas se faire améliorer, en tout cas à pas la capacité de demander à un cryptech griffe-moi des bras en plus ou des choses comme ça, mais c'est ce qu'on nous dit sinon. Alors ça fait un peu orc en fait, quand j'ai lu le passage, honnêtement j'avais l'impression de voir des orques, parce que simplement l'entité Nécron demandait au cryptech en disant « Ah, je veux servir mieux mon maître, donc au lieu de me mettre des pieds, remplace-moi ces pieds par des plateformes anti-graphes pour que je sois plus adapté, plus rapide, transforme mes bras, rajoute des faux, etc., des lames d'hyperphase pour que je sois plus puissant. » Et en fait, les cryptech voient ça d'un bon oeil parce qu'ils voient en fait le dévouement des guerriers qui veulent servir de mieux en mieux leur seigneur. Mais à l'inverse, plus ces augmentations se font, plus la folie commence à apparaître en fait. Et en fait, quand on réfléchit même dans la logique, en fait, à partir du moment où il y a eu un remplacement dans les figurines qui existent, dans ce qu'on connaît du coup de la réalité de maintenant, c'est à chaque fois qu'il y a eu une part qui ressemble à soit un canon greffé ou ce genre de choses, on est quasiment tout de suite sur du culte destroyer, quelle que soit sa forme. Donc, parce que si on réfléchit après, en général, c'est souvent des armes qui sont portées, etc. Dès qu'il y a une arme qui est intégrée, c'est du culte destroyer. Et en fait, il y a cette interrogation qui est assez amusante, en fait. Et alors, je trouve qu'elle est un petit peu infondée, parce que étant donné que les cryptech en fait ne savent pas ce qui est à l'origine de l'affliction, ni même si elle se répand en fait, ça c'est assez étonnant, mais de temps en temps en fait, et bien voilà, il y a des destroyers qui apparaissent, donc ils apparaissent pas par magie, mais c'est-à-dire que un individu va demander à avoir des améliorations, et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'il est affligé de la folie du destroyer, mais quand il l'a demandé, rien ne laissait présager ça, et c'est un peu étonnant quand même qu'il n'y ait pas plus d'origine que ça, mais en tout cas ça donne une impression de méconnaissance qui est étonnante pour les cryptech qui sont censés tout étudier, tout comprendre et vouer leur vie à la science, leur vie immortelle à la science. Là ils savent pas. Et alors peut-être que ce qui va se passer, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que c'est l'accumulation justement de ces outils pour tuer qui rendent fou en fait et qui transforment le Nécron en destroyer, ou peut-être que c'est l'inverse, et que à un moment donné, ce Nécron développe une folie de destroyer et forcément va modifier son corps en conséquence. Alors voilà, après on nous dit simplement encore que les tétrarques et les dynastes en fait sont très contents d'utiliser en fait comme troupe de choc les destroyers parce qu'ils sont très puissants, mais les redoutent un peu parce qu'ils se disent ils sont pas forcément contrôlables et ils sont tellement obsédés que parfois en fait ils vont préférer détruire la vie plutôt que de remplir un objectif tactique.
et ce qui peut poser vraiment des problèmes. Et surtout, si jamais ils finissent par accomplir leur objectif, à savoir détruire toute trace de vie, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Est-ce qu'ils vont pas justement, encore une fois, se retourner contre les Nécrons eux-mêmes et puis s'auto-détruire ou détruire tous ceux qui ne seront pas dans le culte Destroyer? Donc voilà, c'est assez amusant. Je me rappelle encore d'un petit passage que j'avais lu où on avait des destroyers qui avaient été laissés justement sur le champ de bataille et qui s'amusaient avec acharnement à détruire toute trace de vie donc microbienne. C'est-à-dire qu'en fait c'était, vous voyez le destroyer à plateforme antigrave avec arme lourde en fait qui tirait sur le sol pour détruire les microbes, les herbes, tout ce qui traînait, les insectes, etc. Et que méthodiquement il balayait en fait tout le sol en avançant sur la planète pour détruire toute forme de vie sur la planète. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur de la folie, parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer la vie, c'est-à-dire, ils veulent détruire la vie intelligente, mais pas du tout. C'est vraiment toute la vie sous toutes ses formes. Donc, les molécules du vivant. Voilà. Ensuite, l'autre affliction très présente, c'est la malédiction du dépeceur. Et c'était même présent historiquement avant celle des destroyers. Et donc, la malédiction des dépeceurs, c'est tout simplement quand les Nécrons ont une soif de sang, mais au sens propre. C'est-à-dire qu'ils vont être attirés par tout ce qui est chair, os, tendons, et qui vont avoir une irrésistible envie de les dévorer. Alors, comme ils sont des machines, en fait, leur corps n'est pas adapté pour consommer c'est un aliment, en fait, mais comme ils ont quand même encore une mâchoire, ils vont essayer de... Alors, pour tous ceux qui ont une mâchoire, parce qu'après, on a beaucoup aussi de Nécrons qui n'ont pas forcément de mâchoire, ok, juste stylisé, et donc, en fait, ils vont simplement se vautrer dans les restes biologiques de leurs ennemis, et c'est comme ça souvent que ça va apparaître. Vous allez avoir le Nécron qui va être bizarrement attiré, qui va regarder un petit peu les restes sanglants d'un ennemi qui vient de tuer, pour ceux qui restent encore un petit peu pour ceux qui se sont fait découper par exemple, parce que c'est sûr qu'avec les armes fission, mais du coup je viens de penser en fait à une parade. Il devrait utiliser uniquement des armes à fission. Comme ça, il n'y aurait pas de reste. Comme ça, il y aurait moins de chances de déclencher la malédiction du dépeceur. C'est peu bête ça, ils n'y ont pas pensé là, ils sont bêtes un peu les cryptech. Donc en parlant des cryptech, justement, eux aussi cherchent encore une fois les origines. Alors les origines, a priori, ce qui a été inscrit dans une archive de nécrolithes, c'est que lors de la guerre céleste, l'Octane Landugor, le dépeceur, quand il s'est fait détruire en écharde, en fait, il y a des petites particules quantiques qui se sont dispersés sur ceux qui l'avaient trahi et qui ont intégré sa malédiction. Et sa malédiction, c'est celle du dépeceur. Au fur et à mesure du temps, alors ça n'a pas été détecté tout de suite, les Nécrons se sont répandus et ils ont répandu comme ça la maladie, comme une traînée de poux. Donc là, il y a quand même une notion de contagion. C'est-à-dire que c'est souvent quand vous voyez en fait un dépeceur à l'œuvre, quand vous êtes un Nécron, vous voyez un dépeceur à l'œuvre, c'est dangereux parce qu'il peut vous tenter en fait. Donc ça peut vous donner aussi vous-même l'envie de fouiller les matières biologiques. Alors on nous dit aussi que ce qui se passe, c'est que étant donné que les Nécrons sont faits de métal organique, c'est un métal qui va évoluer en fonction des pulsions des dépeceurs, leur corps va évoluer, donc la mâchoire va apparaître pour qu'ils puissent vraiment mâcher en fait de la chair, et en fait leur corps va se transformer, ils vont avoir des grandes faux sur les mains, en fait des grandes griffes pour pouvoir justement dépecer leurs adversaires, et à la fin, une fois que la transformation est complète, ils acquièrent une nouvelle capacité qui est assez méconnue, des cryptech ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne, mais ils peuvent faire apparaître une dimension de poche. Donc la dimension de poche, c'est pas le warp en fait, faut imaginer que c'est une autre dimension, mais une autre dimension qui serait vraiment un peu personnelle. Je pense que le terme dimension de poche se comprend assez bien, mais vous voyez, quelque chose qui s'ouvre, les dépeceurs passent à l'intérieur, et puis voilà. Alors, on nous dit que les seigneurs Nécrons pourraient se satisfaire en fait de ça, mais tout simplement, certains d'entre eux tombent dans la malédiction du dépeceur et puis à un moment donné disparaissent dans une dimension de poche, on n'entend plus parler. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que à certains moments, quand il y a beaucoup de carnage, il y a toute une bande
de dépeceurs qui va sortir de cette dimension de poche, donc ils se sont rassemblés en meute, si vous voulez, et qui vont apparaître sur le champ de bataille pour essayer voilà, de récupérer des morceaux de chair et puis continuer à manger, et puis se parer aussi, alors là c'est pas présenté, mais c'est quand même quelque chose qui est assez important. Alors là ça nous est présenté comme ils sont en train de manger et du coup il y a des morceaux de chair qui tombent sur eux et qui gardent dans les rouages, etc. Alors qu'il y a quand même une notion aussi, mais là qui n'est pas présenté, alors je sais pas, est-ce que c'est quelque chose pareil qu'ils ont mis de côté ou pas, mais les dépeceurs, ce qu'ils voulaient aussi, c'était retrouver un peu une biologie, et en fait, ils gardaient des peaux qu'ils mettaient sur eux, comme s'ils voulaient revenir dans une peau biologique. Donc voilà, là c'est pas présenté comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est du coup 2 grandes menaces, dépeceurs, destroyers, qui attaquent en fait le peuple nécron de l'intérieur. Et c'est quelque chose quand même qui est... Là aussi, c'est pas présenté, mais je vous mets l'accent dessus. Il faut imaginer que les nécrons ne se reproduisent pas. Il n'y a pas de création de guerriers nécrons. Alors, ils sont légions, ça c'est assez connu, les nécrons sont légions, bien sûr, il y a encore des tas de mondes qui sont encore engloutis, donc il y a encore beaucoup de nécrons, mais il n'y a pas de création de nouveaux nécrons. Ils ne font que perdre en fait, et c'est certains nécrons ont conscience de ça, ils se disent bon, c'est pas très grave. Si je perds une légion entière de mes guerriers, le problème, c'est que tous ceux qui ne sont pas auto-réparés, qui ne sont pas téléportés dans les cryptes pour être réassemblés, sont perdus à jamais. Et il n'y a pas de génération. Ce qui fait que sur une guerre d'attrition, d'usure éternelle, eh bien les nécrons vont perdre, parce qu'ils ne peuvent pas remplacer leurs troupes. Alors vous me direz, oui, mais les canoptèques, et c'est vrai. Je vous l'accorde, oui, les canoptèques, donc les canoptèques, ce sont vraiment les robots, les constructions qui ne sont pas des anciens nécrontyres qui sont devenus des nécrons, mais vraiment des constructions qui sont là pour défendre les mondes nécropoles qui, eux, n'ont pas cette capacité de raisonnement. Alors, je pense que c'est là où se situe la différence, c'est que soit vous êtes un nécron et vous avez été quelque chose de vivant avec des parcelles de souvenirs, aussi faibles soient-ils, soit vous êtes un construct canoptèque, et puis vous n'avez pas de libre arbitre ni de volonté, vous faites que agir en fonction de votre programmation. Voilà, c'est ça la grosse différence. Et pour terminer, eh bien, vous avez une description assez rapide des forces du nécrosaure, donc qui sont un petit peu différents des dynasties nécrons. Donc on appelle ça les croisés du nécrosaure, parce que lui-même se lance dans des croisades d'annihilation. Donc ce sont principalement, évidemment, sans doute, des destroyers, mais pas que, parce qu'en fait, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les carnages faits par les destroyers vont irrémédiablement attirer les dépeceurs. Et en fait, contrairement aux autres seigneurs qui se méfient en fait des dépeceurs, eh bien, tous les stratèges qui sont encore fidèles dans la cour du nécrosaure, d'ailleurs, elle a un nom, elle s'appelle la cour de l'oubli, eux ont gardé aussi leur intellect, en fait. Ils ne sont pas fous dans le culte destroyer, même si ils adhèrent à la vision du nécrosaure, Amentar, ils ont gardé en fait suffisamment de capacité cognitive pour prendre des décisions, et des décisions pleines de sens stratégique. Et souvent, c'est l'utilisation des dépeceurs qui est faite comme troupe suppléante, bien malgré elle, on va le dire. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas, les dépeceurs ne sont pas directement dans l'armée, mais ils apparaissent attirés par la destruction, et à ce moment-là, le Amentar va les canaliser vers là où il a envie de se battre, et va les envoyer, peut-être les faire sauter de monde en monde comme ça, pour les envoyer sur ses adversaires qui sont le plus souvent d'autres dynasties nécrons, pour augmenter en fait son armée, parce qu'en fait finalement c'est ce qui l'intéresse. Et comme je vous l'ai dit, alors il y a cette recherche des échardes du Nyctophore, mais il y a aussi le fait d'agrandir ses forces, et voilà, et c'est du coup une menace quand même de plus en plus puissante. Et puis dernière chose, c'est on vous présente la marque du nécrosaure, donc c'est celle que vous trouvez sur les dés là. Si je trouve pas d'image, voilà, c'est l'image du petit dé, des petits dés qui sont sortis. Et puis on vous dit simplement que voilà, les nécrons, parfois par peur, simplement par peur de la destruction, vont se tatouer ou changer en fait leur glyphe de dynastie pour le changer par la marque du nécrosaure, et puis vont se vouer au culte de la destruction par défaut en fait, pas par choix forcément, mais parce que voilà, entre ça et être détruit, tant qu'à faire, autant y aller de bon cœur.
Et voilà, le décor est planté. Dans le bouquin, après, on a quelques photos voilà, visuelles des ultramarines contre des nécrons. Donc, dans ma petite envie qu'il y ait des tyrannides, ça va pas être tout de suite. Ou alors, ça va être comme un troisième larron qui va venir changer un petit peu la donne en fin de campagne. On le verra. Hein, comme je vous dis, je n'ai pas lu, je lis au fur et à mesure pour essayer, pas essayer, mais pour en tout cas pouvoir imaginer des choses et me dire, ah tiens, peut-être que ça va se passer comme ça on peut en discuter. Moi, c'est ce que j'aime bien cette partie-là. J'aime bien essayer d'imaginer ce que ça peut être, m'approprier un peu comme ça l'or, parce que c'est vrai que quand vous êtes sur un cours de lore comme en amphi, où juste vous recevez des informations et puis bah, c'est comme ça et c'est tout, moi j'aime toujours plutôt aimé les côtés un peu plus ouverts où on discute et on dit tiens, est-ce qu'il pourrait pas se passer ça? Ah, c'est intéressant. Et une fois que ça s'est passé, dire attends, qu'est-ce qui aurait pu arriver si autre chose? Typiquement, s'ils utilisaient que des armes à fission, il y aurait beaucoup moins de d'épaisseur. Bah oui, fallait-il y penser, mesdames et messieurs. Bon, en tout cas, voilà. Prochaine vidéo, on va rentrer, je pense, dans le cœur, parce que là, on change de chapitre, dans la façon dont est chapitré, justement, le bouquin 500 mondes Titus. On avait donc la présentation du monde, du plan de Guilliman, Titus, ses potes, le méchant Nécron, le Ctan Nyctophore, et puis bah, maintenant, que va-t-il se passer la suite dans la prochaine vidéo? J'espère que ça vous plaît. Et puis, c'est parti pour du lore aussi, parce que là, c'est vrai qu'on a revu un petit peu toutes les choses. Je n'ai pas appris beaucoup de choses. Là, j'ai quand même beaucoup plus d'espoir que sur la prochaine vidéo, on apprenne vraiment des nouveautés, et j'espère que ça va être assez sympa. Et ben, on se retrouve dans la prochaine. Vous m'avez compris. Allez, à bientôt. Pensez à vous abonner, like et tout ça, tout le baratin. À bientôt. Salut, bye.